postprandial. Il y a deux dosages. Il y a un seul médicament sur le marché tunisien, c'est le Glucor. Il y a des dosages à 50 et à 100 mg. Et généralement, la posologie de 1 à 3 comprimés par jour. Il y a aussi les glinides, tels que le Novonor. 3 dosages, 0,5, 1 et 2 mg. Tout à l'heure, on l'a dit, donc généralement, on les donne pour abaisser la glycémie postprandiale. Donc, généralement, on va donner ces médicaments avant les repas. Alors, les incrétinomimétiques, Zadakifki, vous allez les voir en détail en pharmaco. Il y en a deux types. Il y a les inhibiteurs de la DPP4 et les agonistes GLP1. Les inhibiteurs de la DPP4, c'est ce qu'on appelle une enzyme qui est la dipeptylpeptidase de type 4. En fait, c'est une enzyme qui dégrade les GLP1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on donne? Nous, les GLP1. Les GLP1 sont des peptides. Si vous fermez le micro, s'il vous plaît. Alors, les GLP1, ce sont des peptides. Ils sont sécrétés par l'intestin, qui possèdent des récepteurs au niveau de la cellule bêta, qui stimulent la sécrétion de l'insuline, généralement glucose dépendante. Donc, je m'en ai glucose dépendante. Les GLP1 qui existent au niveau de l'intestin, c'est-à-dire après un repas, lorsqu'il y aura un contact entre le glucose et l'intestin, ces peptides GLP1 vont être sécrétés, ils vont se fixer sur les récepteurs bêta de l'angorins, ils vont stimuler l'insuline. Sur le plan physiologique, hein. Alors, ces GLP1, le problème, ils vont se dégrader de façon instantanée par une enzyme qui est la DPP4, dipeptylpeptidase de type 4. Donc, sur le plan pharmacologique, qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué des agonistes GLP1 qui vont être résistants à cette enzyme. Et généralement, ces agonistes GLP1 sont donnés par injection, sont des injections. Il y en a deux. En Tunisie, il y a le Vectosa. Et soit il faut inhiber cette enzyme et aussi il y a ces médicaments, sont des comprimés, ce qu'on appelle les inhibiteurs DPP4. Il y a 3 sur le marché tunisien. Il y a le Galvus, il y a le Januvia, il y a l'Anglisa. Donc, ce sont des médicaments qui vont inhiber cette enzyme, donc ils vont stimuler la sécrétion de GLP1 physiologique. Alors que les agonistes GLP1 sont des agonistes qui sont des injections qui vont résister à l'enzyme. Donc ça, ce qu'on appelle ces deux classes thérapeutiques, s'appellent les incrétinomimétiques. Et pourquoi incrétine? Parce que le GLP1, on appelle ça une incrétine en fait. Ça, c'est l'avant-dernière classe thérapeutique. Et la toute nouvelle classe thérapeutique, c'est la classe des inhibiteurs de la SGLT2. C'est important, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la SGLT2. La SGLT2, en fait, c'est un cotransporteur. C'est un cotransporteur qui transporte le sodium et le glucose. Alors, le rôle de ce cotransporteur, le SGLT2, il se trouve essentiellement au niveau du tube contourné proximal. Donc, SGLT2 au niveau sont des cotransporteurs. Donc, ça sert à quoi? C'est la réabsorption du glucose au niveau de ce cotransporteur. Donc, ça réabsorbe la quantité du glucose qui va être infiltré au niveau donc urinaire, va être réabsorbé, 90% va être réabsorbé au niveau en fait de ce cotransporteur. Alors sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des inhibiteurs de ces SGLT2. Donc ça va donner quoi? Donc ça va empêcher la réabsorption du glucose au niveau de ce tube contourné proximal et donc ça va augmenter la sécrétion ou l'excrétion du glucose. Donc on aura une glucosurie qui est importante. D'accord? Donc, l'SGLT2 qui sert à réabsorber le glucose va être inhibé. Donc, le glucose ne va pas être réabsorbé, il va être infiltré au niveau urinaire. Donc, il y aura une augmentation de la glucosurie. Un point important avec ce glucose, puisqu'on a dit que c'est un cotransporteur, donc avec le glucose, il y aura aussi une fuite du sodium. Donc, c'est pour ça ces médicaments, ces inhibiteurs AGLT2 donnent une glucosurie, donc ça abaisse la glycémie au niveau sanguin, mais aussi ils donnent une augmentation de la natriurèse. Le sodium qui est infiltré, il est augmenté. Et donc, ça va donner un effet très bénéfique sur le plan cardiovasculaire, ça va diminuer la tension artérielle, puisque la natriurèse, il y aura une diminution de la retention hydrosodée. Alors, sur le marché tunisien, on a un médicament, c'est l'empagliflozine. En fait, ces médicaments,
كلهم يفاووا بالجليفلوزيد. On appelle aussi les glyphlosides, les inhibiteurs AGLT2 ou les glyphlosides. Donc, on a la canagliflozine qui n'existe pas sur le marché tunisien. On a la DAPA et en Tunisie, on a le Jardiance ou l'empagliflozine. Donc, généralement, ce sont des comprimés. On les donne à raison d'un comprimé par jour. Les effets indésirables, puisqu'on a dit ça augmente la glucosurie, donc essentiellement les infections urinaires et les mycoses vaginales. Ben, alors, comment on va prescrire ces médicaments? Donc, les principaux médicaments avec les principales classes thérapeutiques, comment on va les prescrire? Donc, ici, j'ai mis les guidelines tels qu'ils ont été mis dans en fait, dans les bouquins. Le premier médicament, c'est un insuline sensibilisateur. Premier médicament qui doit être prescrit chez le diabétique de type 2, c'est la metformine. Donc, on va donner 1 à 2 comprimés par jour de metformine avec les mesures régionodiététiques, avec de l'activité physique. Quand on a l'hémoglobine glyquée, ça sert à montrer l'équilibration du diabète les 3 derniers mois. Donc, on va demander l'HbA1c après 3 mois. Si l'HbA1c reste élevé au-dessus de 7%, il faut augmenter la dose, voir est-ce que le patient est observant pour le traitement, est-ce qu'il respecte le régime. Si tout va bien, donc il faut ajouter, soit augmenter la dose, soit ajouter un autre médicament. C'est la monothérapie. Alors maintenant, comment on va ajouter, quel choix thérapeutique on doit faire après l'échec de la metformine? Donc, on va garder la metformine. Après, on va regarder le patient. Alors, si jamais il présente une maladie cardiovasculaire ou rénale, il y a une préférence pour certains médicaments, notamment lorsqu'on a une maladie athéromateuse, c'est essentiellement les analogues GLP-1. Les analogues GLP-1, ils ont montré qu'ils réduisent les maladies cardiovasculaires, notamment la coronaropathie et la mortalité cardiovasculaire. S'il y a une insuffisance cardiaque, une maladie rénale, qu'on a avec les inhibiteurs SGLT2 diminuent la natriurèse, donc diminue le risque d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale. Si cette personne ne présente ni maladie rénale ni maladie cardiovasculaire, donc on va fixer notre objectif en fonction donc des médicaments qu'on a. Alors l'étape d'après, s'il y a une maladie athéromateuse prédominante, on va donner des analogues GLP-1 ou des inhibiteurs SGLT2. S'il y a un échec, donc on peut combiner les deux, bien sûr, toujours après la metformine. Après la metformine, c'est-à-dire en associant toujours la metformine. On ajoute des médicaments, on n'arrête pas, on ajoute des médicaments. Alors, si jamais la personne présente plutôt une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale, il y a une préférence pour les inhibiteurs SGLT2. Si on ne peut pas avoir les SGLT2, on peut avoir les analogues GLP1. Kif bat, on peut combiner les deux. Alors, après, donc si ça ne marche pas, il y a les autres médicaments qu'on peut prescrire, à part les maladies cardiovasculaires et rénales. Si la personne ne présente pas de maladie cardiovasculaire ou rénale, ça dépend. Si la personne, par exemple, présente surtout des glycémies postprandiales élevées, donc on peut rajouter une glinide ou elle a ajouté un inhibiteur de l'alpha-glucosidase. Si, par exemple, la personne présente plutôt, elle commence à maigrir, etc., et on veut stimuler la sécrétion d'insuline, il faut donner des sulfamides. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas. D'accord? L'insuline, tout à l'heure, on a vu l'histoire naturelle de diabète. Avec le temps, le patient diabétique de type 2 va devenir insulino-nécessitant. Donc, c'est pour ça, l'insulinothérapie a une indication chez le diabétique de type 2, soit de façon transitoire, juste on va donner pendant une période et après on va l'arrêter. Une période, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui présente une acétocétose, un début qui est aigu, une grossesse, pendant la grossesse, c'est le seul médicament toléré, une infection, une neuropathie aiguë. Le prochain cours, on va voir les neuropathies. Les neuropathies aiguës, ça peut donner, donc ça peut être très algique, ça peut donner une douleur. Et on sait avec l'insuline, on peut alléger et diminuer cette douleur. Ou bien quelqu'un qui va être opéré. Donc là, on va passer à l'insuline de façon transitoire. Et après, donc l'événement, on va donc remettre le patient sous antidiabétiques oraux. De façon définitive, ce qu'on appelle les patients insulino-requérants ou insulino-nécessitants. Lorsque la personne elle est intolérante aux antidiabétiques oraux, par exemple, elle fait des allergies, elle fait des intolérances digestives, etc. Donc là, on ne peut plus les prescrire, donc il faut passer à l'insuline. Lorsqu'on a des contre-indications aux antidiabétiques oraux, ou si jamais il y a un échappement, malgré une bonne dose d'antidiabétiques oraux,
la personne, il y a une dose maximale de sulfamide, la personne n'est pas aux objectifs avec une HbA1c supérieure à 7% malgré une bonne compliance, malgré la bonne observance, des fortes doses d'antidiabétiques oraux, l'hémoglobine glyquée reste élevée. Donc là, il faut passer à l'insuline. Alors, comment passer à l'insuline chez le diabétique de type 2? Donc, généralement, on va maintenir la metformine et on va commencer l'insuline. Pour le diabétique de type 2, ce n'est pas comme le diabète de type 1. Tout à l'heure, on a le diabète de type 1, on va donner une insuline lente avec des actes rapides ou des analogues rapides. Pour le diabète de type 2, on garde généralement les antidiabétiques oraux et on commence par une petite dose le soir, généralement 10 unités le soir. On bat tous les 3 jours, on augmente de 2 à 4 unités, on atteint l'objectif. Donc, tous les 2-3 jours, on fait une glycémie à jeun. Quand la glycémie est au-dessus des objectifs, donc super 1,2 g, ou la personne présente des glycémies qui restent élevées, etc. Donc là, il faut augmenter la dose du soir. Et la dose du soir, on va progressivement de 2 à 4 unités. Alors, si jamais, malgré une bonne dose d'insuline le soir, la personne reste déséquilibrée, donc on va ajouter une insuline rapide pendant le principal repas, ou carrément, on va arrêter les antidiabétiques oraux et passer à un protocole, ce qu'on appelle le protocole basal-bolus. Basal-bolus, on maintient une basale le soir avec des bolus d'eau rapide à chaque repas. Ou on va donner ce qu'on appelle une prémixée, une association avec une insuline pré-mélangée le matin et le soir, et on va faire la titration. Et je vais finir avec le diabète gestationnel. Alors, le diabète gestationnel, donc, c'est généralement, c'est un diabète, on a dit tout à l'heure, qui survient pendant la grossesse. Généralement, il est diagnostiqué entre la 24e semaine et 28e semaine d'aménorrhée. La personne, donc, c'est un diabète qui va être généralement découvert pendant la grossesse, et le vrai diabète gestationnel va disparaître après l'accouchement. Pourquoi pendant la grossesse? Parce que généralement, il y a des facteurs de risque. La personne qui tombe enceinte, donc elle est âgée, elle a une surcharge pondérale, elle peut avoir des antécédents familiaux, donc de diabète, elle peut avoir des antécédents de macrosomie ou de diabète gestationnel, déjà des antécédents dans les grossesses précédentes, elle a déjà fait un diabète gestationnel, donc elle est à risque de faire un diabète. Alors pourquoi 24e et 28e semaine d'aménorrhée? Et à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, peut élever ses glycémies parce qu'il y a le placenta qui sécrète des hormones. Et parmi les hormones sécrétées par le placenta, il y a ce qu'on appelle l'hormone placentaire lactogène. Alors cette hormone placentaire lactogène, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Donc, chez quelqu'un qui a déjà des facteurs de risque, qui est obèse, qui a les antécédents familiaux du diabète, et avec la sécrétion de cette hormone qui favorise l'insulinorésistance, la femme va faire un diabète gestationnel. Pourquoi il va disparaître après l'accouchement? Parce qu'après l'accouchement, on va enlever donc le fœtus, mais en même temps, donc il y a la naissance, mais en même temps, le placenta, il va être délivré. Donc, il n'y a plus de sécrétion de cette hormone. Alors, le vrai diabète gestationnel ne donne pas, de malformation. Le diabète gestationnel, puisqu'il survient à un terme après 20 semaines d'aménorrhée, donc généralement, il ne donne pas de malformation. Et surtout, ce sont les diabétiques de type 1 ou type 2 qui sont antérieurs à la grossesse avec un diabète déséquilibré qui donnent en fait cette malformation. Mais sinon, le diabète gestationnel, il disparaît, ça ne donne pas de malformation. Alors, quels sont les risques chez ces femmes qui présentent un diabète gestationnel? Le risque, il y a un risque immédiat, notamment le risque fœtal, essentiellement, c'est la macrosomie. Alors, la macrosomie, essentiellement avec un poids de naissance qui est élevé. À l'âge, on trouve une macrosomie parce que l'hyperglycémie maternelle va être transférée au fœtus via le sang au niveau du cordon ombilical et le fœtus va sécréter l'insuline pour abaisser cette glycémie. Alors, l'insuline fœtale, c'est une hormone qui est anabolisante, ça donne une surcharge pondérale, ça donne une retention. Donc, c'est pour ça les bébés ou les nouveau-nés de femmes qui ont déjà fait un diabète gestationnel présentent un poids de naissance qui est élevé. D'accord? Alors,
à long terme, on a le risque du diabète de type 2 chez la femme, notamment après l'âge de 40 ans et après la ménopause. Et pour l'enfant, il y a un risque d'obésité. Maintenant, comment on va faire? Il y a plusieurs tests, je les ai enlevés. Le test, il est systématique. On va le faire à partir de la 22e semaine d'aménorrhée. Il y a le test de l'OMS, c'est ce qu'on appelle l'HGPO à 75 grammes. Donc, on va demander à la personne d'être à jeun, de faire une glycémie veineuse à jeun. On va lui demander de boire 75 grammes de glucose. Après 1 heure, on fera une glycémie, après 2 heures. Alors, si jamais on a une valeur qui est supérieure à ces taux, on parle de diabète gestationnel. Donc, on voit ici, les seuils sont abaissés. Ce n'est pas le diabète 1,26 g chez la femme enceinte. On est très exigeant pour éviter notamment ces problèmes de macrosomie. Alors, le traitement, il y a les mesures de diététique, quel que soit le type de diabète. Pour la femme, il ne faut pas être très restrictif. Il ne faut pas abaisser, parce que le glucose, il sert pour l'organogenèse, notamment du cerveau fœtal. Donc, il ne faut pas être très restrictif, mais il faut fractionner le repas. On va donner un régime fractionné avec 3 repas, principaux repas le matin, à midi et le soir, et 3 collations. Et puis, il y a l'exercice physique qui doit être adapté à la grossesse. Donc, généralement, on demande à la femme, notamment au dernier trimestre, de marcher, mais ne pas forcer l'activité physique. L'insulinothérapie, c'est le seul médicament qui est autorisé chez la femme enceinte. Alors, on commence l'insuline, donc au début, on commence par le régime, généralement pendant 1 semaine. Bien sûr, les femmes qui présentent 2 grammes et des valeurs très élevées de glucose, on ne va pas attendre le régime. Il faut commencer d'emblée l'insuline. Alors, si la glycémie reste supérieure à 1 gramme, une glycémie après 1h30 d'un repas supérieur à 1,40 ou après 2 heures, donc là, malgré un bon régime, là, il faut décider de commencer l'insuline. Alors, quels sont les objectifs de cette insulinothérapie? Généralement, c'est une glycémie à jeun qui reste inférieure à 0,9 et une glycémie postprandiale inférieure à 1,20 g. De l'insuline rapide pour abaisser les glycémies postprandiales. Si la personne se réveille avec une glycémie veineuse le matin ou capillaire qui est élevée, il faut donner l'insuline semi-lente ou l'insuline lente le soir. Alors, si jamais elle reste supérieure à 0,9, il faut augmenter les doses. Si elle est supérieure à 1,20 g après le repas, il faut augmenter l'insuline rapide. Voilà, donc j'ai fini avec le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Madame? Oui. في الديابيت le dosage des anticorps anti-insuline ماهوش indispensable معناها le diagnostic clinique est suffisant. Le diagnostic clinique est suffisant. Les anticorps anti-insuline, ce sont les anticorps les plus spécifiques de le diabète de type 1. Mais il faut les doser avant l'instauration de l'insuline. Si on a un doute sur le type, un patient à 30 ans, il a maigri, il a une hyperglycémie brutale, mais il n'a pas fait d'acétone. Donc, on doute, est-ce que c'est un type 1 ou un type 2? Donc là, il faut faire les anticorps. Entre autres, les anti-insulines, parce que les anti-insulines, ils sont des anticorps qui sont très spécifiques. لما يذهب بيدوجيك après 5 ou 10 ans مثلا كان عند généraliste ou عند médecin مثلا spécialiste. Donc le spécialiste après 5 à 10 ans, il n'y a plus d'intérêt parce qu'il y a un tarissement des anticorps. Donc c'est pour ça il n'y a pas vraiment un intérêt après une certaine période. Madame? Oui. Madame, pour le diabète iatrogène, le diabète lié aux corticoïdes, انت قلت لنا à forte dose inhalée نجمو يجينا diabète معناها qui n'est pas très sévère. Et à forte dose inhalée, on peut avoir une hyperglycémie, oui. Mais surtout, c'est la corticothérapie par voie générale qui donne le diabète. هذيك كنت نقول لك خاطر نعرف par voie systémique اللي معناها كي تبطل systémique. تتنحى معناها. Oui, généralement, mais parfois c'est la corticothérapie qui déclenche le diabète. Mais c'est un diabète méconnu, voilà, un prédiabète qui a été aggravé par les corticoïdes et révélé par les corticoïdes. Donc même si on arrête les corticoïdes, le diabète reste. Donc c'est un diabète qui est méconnu. Ouais, la femme a le vrai diabète cortico-induit, c'est un diabète qui est induit par les corticoïdes, qui va disparaître après l'arrêt de la corticothérapie. D'accord, madame, merci. Madame? J'en prie. Oui. Madame, une autre question. Quoi type de l'insulinothérapie اللي نعطيوها للفemme enceinte? Alors, c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. Le pharmaco. Pour la femme enceinte, l'insuline humaine qui est autorisée sur le marché, entre autres l'insuline lacte rapide ou l'insulatar. Pour les analogues, ce qui est autorisé pour la femme enceinte, c'est la Novorapide et le Levemir. Et récemment, on a ajouté, on a fait des études, notamment avec l'insuline Lantus. Mais c'est surtout le Levemir et Novorapide, là, l'autorisation pour la femme enceinte. Mais l'humalogue ou l'autre, mais surtout, de l'insulatar et de l'acte rapide. C'est avec Actrohid, ils ont prouvé leur innocuité chez la femme enceinte. Alors maintenant, juste un autre, parce que bon, je ne sais pas si c'est important ou pertinent de vous le dire. En fait, la femme qui tombe enceinte sous metformine ou sulfamide. Donc, l'année, on n'arrête pas la grossesse, Rahoua. On arrête le médicament ou on continue la grossesse. Il n'y a pas de malformation. La metformine, femme à certains pays, et on autorise pour les femmes obèses, on laisse un comprimé de metformine pendant toute la grossesse. Mais phyto, nous souvent, en Europe, ils n'ont pas la main. Aux États-Unis, مثلا les sulfamides هو يسميوه كما الجليبراميد يسمى glyburide في أمريكا. Le glyburide est autorisé chez la femme enceinte. Il n'y a pas assez d'études, donc on y vite الحقيقة. حتى en Europe, on y vite. باهي. Madame. كان عندكم آخر question. كان عندكم خاطر أنا عندي un autre meeting. أي قل لي. مادام اللي يبدا ديابيتيك تيب 1 ويعمل في اوتو سيرفيونس ويلقى عنده الجليسيمي طلعت شويه جو عنده مارج هو وحده باش يقوي في الدواء ولا Bien sûr, c'est ça l'intérêt de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est il doit avoir un glucomètre. Un glucomètre pour s'auto-surveiller et pour s'auto-adapter les doses. On a des échelles. مثلا نقول لهم كان الجليسيمie postprandiale supérieure à 2 grammes, تزيد مثلا 4 unités. كان الجليسيمie agent supérieur مثلا à 1,70, تزيد 2 unités. نعطيهم des échelles ويعملوهم وحدهم. وقتاش ils consultent le médecin. وقتاش ils consultent le médecin. تلقى supérieur à 3 grammes. Supérieur à 3 grammes, les là où je l'acétone chez lui. نعطيهم des bandelettes urinaires. Si l'acétone est cas positif, il majeure la dose d'insuline acte rapide. Si au bout de 2-3 injections d'acte rapide, l'acétone ne disparaît pas, il y a l'urgence ou le médecin traitant. D'accord, merci. C'est l'intérêt de l'éducation. D'accord. Donc, désolé pour les problèmes techniques, parce que à l'hôpital, je peux pas faire le cours. L'adresse IP n'accepte pas l'office, c'est pour ça. On va être optimiste. Inch'Allah, madame, Inch'Allah. Mais la bonne après-midi et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci, madame, au revoir. Merci, madame, au revoir. Emma.